Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour une session de discussion que nous allons consacrer cet après-midi à la question du colonialisme vert. Et c'est une session que nous organisons avec notre invité d'honneur, l'invité d'honneur à l'École de l'Anthropocène 2021, Nimo Bassé, qui est le responsable de ce think tank écologique Health of Mother Earth Foundation et qui sera aujourd'hui, comme les jours précédents, en direct de Benin City. Et c'est avec Nimo que nous avons conçu trois sessions de discussion permettant de réunir des activistes, des scientifiques et des experts autour de trois sujets qui nous ont paru tout à fait importants dans la perspective de réflexion sur l'Anthropocène qui est la nôtre. Nous avons commencé par réfléchir à l'alimentation et à la problématique agricole et alimentaire. Puis nous avons consacré une session sur l'extractivisme. Et cet après-midi, nous allons réfléchir à la problématique de l'écologie. Alors même que la lutte écologique et que la pensée écologique semblent s'imposer désormais sans discussion et sans partage, en particulier en Europe et dans une certaine mesure dans l'ensemble de l'hémisphère nord, eh bien, on peut se poser la question de savoir si cette problématique écologique, ce discours de protection écologique, ce discours de la nécessité de reconstituer les milieux écologiques ne porte pas en lui-même quelques zones d'ombre, en tout cas du point de vue occidental. Et c'est autour de cette question que nous allons travailler, puisque nous allons essayer finalement de cerner ce que certains auteurs ont appelé un colonialisme vert. Donc nous allons en fait tenter de déconstruire ce qui est peut-être une nouvelle doxa, une nouvelle opinion dominante, celle de l'écologie, non pas pour remettre en cause la nécessité de se préoccuper des milieux planétaires, mais peut-être pour questionner une certaine façon très occidentalo-centrée de concevoir cette écologie. Et pour discuter de cela, outre donc Nimo Bassé, qui, comme tous les jours, sera en direct de Benin City, j'ai le plaisir de recevoir Ikal Angelai, qui elle, est au Kenya. Bonjour Ikal, qui est au Kenya aujourd'hui et qui est directrice de l'association Friends of Lake Turkana et qui est militante des droits autochtones. Elle s'intéresse à de très nombreux sujets sociaux, politiques et environnementaux et elle œuvre en particulier pour la participation des groupes autochtones et en particulier des femmes et des jeunes dans la demande d'accès aux ressources et au territoire. Elle est lauréate en 2012 du prix Goldman pour l'environnement pour son travail de justice environnementale visant à protéger le lac Turkana et elle a également en cours un travail de recherche en écologie politique autour de cette question du lac Turkana. J'aurai également le plaisir de recevoir à distance Linda Boukris. Bonjour Linda, qui est maîtresse de conférences en géographie à l'université de Paris Panthéon-Sorbonne et qui est spécialiste des questions touristique. Elle avait notamment consacré une thèse remarquée autour de la question de l'imaginaire national et de l'imaginaire touristique au Costa Rica. Et elle viendra nous expliquer en quoi le tourisme est un extraordinaire champ de production d'imaginaire de la nature, de l'environnement et que, évidemment, elle nous expliquera que cet imaginaire touristique est aussi un formidable outil de façonnage des territoires et des politiques territoriales. Et puis avec moi en plateau, Guillaume Blanc, qui est historien, maître de conférences à l'université Rennes 2, spécialiste d'histoire environnementale, qui a mené de nombreux travaux, en particulier sur la circulation des expertises et des savoirs sur la question environnementale, notamment en Afrique, et qui vient de publier, il y a quelques mois, un livre qui a eu un grand succès
succès critique et un écho particulier, l'invention du colonialisme vert pour en finir avec le mythe de l'Éden africain, livre dans lequel il déconstruit justement la pensée de la protection du milieu naturel et montre la généalogie historique de ce que l'on peut appeler un colonialisme vert. Voilà le projet de cet après-midi. Nous avons un peu moins d'1h30 maintenant pour en parler. Et je vais d'abord, comme à chaque session que nous consacrons à ces thèmes que nous avons définis avec Nimo Bassé, je vais lui passer la parole pour qu'il puisse nous présenter son point de vue sur cette nécessité de déconstruire une pensée écologique dominante qui s'impose peut-être trop souvent comme justement quelque chose d'inquestionnable et de non critiquable. À vous, Nimo. Thank you very much, and I'm really glad to Merci, je suis très heureux d'être là. Je suis très heureux d'être ici. Je vois que nous avons donc d'éminents participants et je vais écouter attentivement ce qui va être dit. Bon. Donc la question que nous allons aborder aujourd'hui est très importante, c'est le colonialisme vert. Alors les gens ont l'impression que dès qu'on met vert, c'est quelque chose qui est en faveur de la vie, en faveur des peuples, mais la manière dont on utilise vert, l'économie verte, l'économie bleue, même l'économie grise, ce n'est pas vraiment lié à la couleur. La couleur n'est simplement qu'un habillement de l'économie, en l'occurrence. Donc, que l'on parle de colonialisme vert ou pas, ça reste du colonialisme. Les responsables politiques essayent toujours de trouver de nouvelles manières de vendre des concepts. Et cela pour créer des opportunités pour faire des affaires. Donc, lorsque l'on parle de colonialisme vert, j'imagine qu'on va l'entendre de plus en plus, cette expression, dans des contextes d'opposition, des exploités, les exploitants, les colonisés, les colonisateurs, les opprimés, les oppresseurs, etc. Donc l'injustice climatique et le colonialisme vert s'opposent, sont antagonistes l'un à l'autre. Donc, par exemple, dans le cas de négociations sur le climat, on voit que les nations peuvent passer des dizaines d'années à parler et se dire que finalement, ils ont le temps, on aura toujours le temps. Alors que d'autres disent, regardez, nous n'avons plus de temps. On peut utiliser également dans ces discussions des concepts très théoriques pour atteindre la neutralité carbone. Et là maintenant, on parle des solutions fondées sur la nature. Alors, comment peut-on essayer d'aller à l'encontre d'un concept aussi beau, en tout cas aussi bien enrobé par l'expression solution basée sur la nature. Donc, ces gros pollueurs sont eux qui ont imaginé ces solutions fondées sur la nature. Donc, mon ami Assa Gama disait que la crise climatique doit servir d'occasion d'en finir avec les inégalités, les injustices et le néolibéralisme. Donc, par exemple, les voitures électriques, c'est une manière pour le Nord d'essayer de se donner bonne conscience, mais c'est aux dépens du Sud. La destruction, l'extraction de minéraux rares
qui sont utilisés pour produire des technologies visant à atteindre les objectifs carbone sont en même temps des destructeurs d'écosystèmes. Cela déclenche également des conflits, cela pollue les eaux, les sols, et l'extraction est accompagnée de violences, de travail forcé des enfants, de viols. Donc j'imagine que lorsque l'on va parler du colonialisme vert, on va parler de tout cela et on va dire la vérité toute crue, telle qu'elle doit être dite. La couleur, qu'elle soit verte ou non, ne change pas le colonialisme. Merci Nimo de cette entrée en matière. Et je voudrais justement me tourner vers Ika Langele, donc en direct du Kenya, justement parce que vous êtes une activiste au noble sens du terme et vous êtes confronté depuis de longues années à la complexité de ces questions environnementales et de leur lien avec les politiques de développement dont on parle souvent. Et dans une intervention que j'ai écoutée de vous, vous commencez par poser la question, le développement c'est bien, mais le développement pour qui? De quel développement parle-t-on s'il s'agit d'un développement qui priverait les communautés autochtones d'accès aux ressources naturelles, aux eaux, au sol, aux poissons. Et dans votre action, vous êtes plongé au cœur de ces contradictions qui peuvent exister dans les politiques de développement, mais aussi dans les politiques de préservation environnementale, puisque, je le dis pour ceux qui nous écoutent et qui ne le sauraient pas, le lac Turkana, qui est frontalier avec l'Éthiopie, est aussi un lac qui voit autour de lui de très nombreuses réserves et zones de protection environnementale être découpées. Et évidemment, tout cela intervient dans la manière dont on peut concevoir le développement de ces communautés. Donc j'aimerais vraiment que vous nous expliquiez votre point de vue sur ce que la problématique que Nimo vient de présenter vous évoque. Merci beaucoup. Bon après-midi, bonne soirée, chers collègues, chers camarades. C'est tout à fait opportun dans le temps de parler de ces sujets. C'est une discussion que j'ai eue depuis longtemps avec Nimo et avec d'autres personnes, mais c'est souvent une discussion qu'on a à huis clos, on va dire. Et je reviendrai d'ailleurs sur cette question parce que chaque fois que l'on parle de développement, on dit « bon, je viens d'une zone où il y a beaucoup de pauvreté, à hauteur de 80%. Et nous devons accepter le développement tel qu'on nous le présente. Et lorsqu'on parle de haut niveau d'illettrisme, cela entraîne des problèmes avec l'emploi, le travail informel qui vous reste à faire. Donc, il faut continuer à nous poser la question, qu'est-ce que le développement et qui définit le type de développement qui nous touche? Donc, ça fait longtemps. Et lorsque je vois la question foncière, je me rends compte que toute réforme foncière venant du continent n'a pas été élaborée sur le continent. On voit que depuis les discussions du consensus de Washington, le Capitole était celui qui gérait l'ordre du jour, la privatisation des terres en Afrique. Et si l'Afrique était responsable de l'ordre du jour, à ce moment-là, il n'y aurait pas de privatisation. Les exploitants agricoles ont su utiliser la terre dans l'intérêt de tous. Il n'y aurait pas d'investissement.
Donc à partir du moment où nous avons commencé à découper les terres, à les privatiser, nous avons privatisé également notre capacité à produire pour nous. Et nous avons assisté à des problèmes d'approvisionnement de nourriture au niveau de la quantité. Donc si l'on voit la situation de la sécurité alimentaire en Afrique, c'est ici simplement parce que ça a été conçu comme cela. Ce n'est pas par hasard, parce que les Africains sont tout à fait capables de se nourrir. Lorsque l'on voit combien on exporte en dehors du continent, on voit qu'il peut exister un modèle de développement avec une grosse production. Et donc, on voit Agra qui vient sur le continent, qui vient nous aider à nous nourrir. Et néanmoins, qui finance Agra? Ce sont des gens qui prétendent nous expliquer comment nous nourrir. Et ce sont des gens de l'hémisphère nord. Oui, certains pays africains mettent de l'argent là-dedans, mais ce n'est rien en comparaison des Rockefeller, des sociétés privées, des multinationales et autres infrastructures. Mais en tout cas, ils essayent de résoudre un problème, la pénurie alimentaire, dont ils sont responsables. Donc, c'est toujours quelque chose qui a à voir avec notre système de production alimentaire. Ou alors on veut des récoltes qui sont plus résistantes, qui résistent à la sécheresse. Mais qui a provoqué ces sécheresses? Qui a provoqué cette situation? C'est l'hémisphère nord. Ce sont des maîtres coloniaux qui ont peut-être physiquement quitté nos pays, mais qui continuent à contrôler tout ce que nous faisons, les politiques, les orientations, même les dynamiques politiques sur la manière dont le pays prend en main son destin. Donc, il y a quelques années, il y avait des tensions dans la zone de Samburu, la zone des Samburu au Kenya. Ils étaient attaqués par des communautés pastorales. Et régulièrement, pendant la saison sèche, les communautés pastorales utilisaient l'eau. Et maintenant, ces communautés pastorales produisent la viande pour le marché et la qualité de la viande n'est pas au niveau du marché. Et donc maintenant, ce sont des grandes entreprises qui contrôlent la production de viande au Kenya. Et les représentants politiques, à l'époque, se sont exprimés. Boris Johnson était à l'époque le ministre des Affaires étrangères et a discuté à l'époque avec le président du Kenya. Et ensuite, cette zone a été sécurisée, non pas pour protéger les habitants, mais pour protéger les intérêts étrangers. Donc, qui définit la préservation des terres et des pays? C'est-à-dire que c'est la famille royale, c'est qui obtient des bénéfices financiers, parce que vous pouvez lutter quand vous êtes local, mais qui contrôle, qui utilise les terres, qui en tire profit, ce n'est pas pour les populations locales. Qui souffre? Le tourisme au Kenya est une industrie d'exportation. Donc, quelques personnes tirent profit des visiteurs qui viennent visiter notre pays. Mais le tourisme au Kenya n'est qu'une façade. Quand on parle de la contribution au pays en comparaison aux quantités d'argent qui quittent le pays via l'industrie du tourisme. C'est exactement la même situation que l'extractivisme, mais on n'en parle pas. Donc, alors, il faut voir qui définit nos politiques, où se trouvent ces personnes, et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Nimo. Toutes ces différentes idées de l'énergie verte, de tout ce qui est vert, c'est défini ailleurs. Parce que sur notre continent, si nous souhaitons développer le secteur énergétique, cela sera petit et beau. C'est-à-dire l'idée, c'est de faire des petits projets qui s'inscrivent dans le contexte pour pouvoir donner de l'énergie aux petites communautés. Mais les grands projets énergétiques avec des éoliennes peut-être,
Peut-être que c'est une société espagnole qui a lancé ces gros projets. Et si un Kenyan parle au gouvernement kényan, cherche à avoir une concession pour un projet énergétique, n'obtiendra pas cette concession par son propre gouvernement. Donc, toutes ces personnes qui proposaient un champ d'éoliennes n'avaient pas de capitaux, mais c'était des personnes blanches et elles étaient soutenues par des fonds de pension européens. Et maintenant, ce sont des gens qui tirent des juteux profits de ces projets. Et donc, c'est l'idée de la notion de naufrage. Donc, les gouvernements africains sont simplement contents parce que c'est de l'argent libre. Mais pour le projet d'éoliennes, le gouvernement récupère une partie de l'argent et le reste va en hémisphère nord. Il est également un autre projet qui dit que des communautés voient leurs forêts qui sont préservées. Mais en fait, ces forêts étaient déjà préservées. On n'a pas besoin qu'on s'occupe de leurs forêts. Mais quelqu'un a décidé de faire de la forêt un bien, c'est-à-dire qu'on a commodifié les écosystèmes, et c'est une manière dont le colonialisme vert agit et s'immisce dans nos systèmes. Et donc ce sont des approches politiques, sociales, économiques qui sont investis par ce colonialisme vert. Donc ce sont toutes ces idées d'investissement qui prétendent créer des emplois. Mais ce sont des emplois pour qui? Et nous pouvons très bien produire cela sur notre propre continent et créer nos propres postes. Qui définit les systèmes de production? Encore une fois, nous ne les définissons pas, ils sont définis ailleurs. Ce n'est pas indigène, ce n'est pas local, autochtone, ce n'est pas traditionnel. Donc, actuellement, le secteur des ONG se joint au ténor du colonialisme vert. Donc, ils créent des problèmes et ils viennent ici et ils proposent des solutions. À cause de l'hémisphère nord, il y a une corruption permanente des systèmes. Et l'hémisphère nord, avec ces ONG, viennent nous dire que maintenant, il faut mettre en place des structures résilientes, des démarches résilientes. Donc c'est une sorte de cycle qui se met en marche, un cycle agressif qui est orienté vers nous et qui, par le biais d'accords a priori séduisants, de belles conférences, fait de nous des victimes de ces systèmes. Donc, parfois, vous êtes invité à des conférences, vous êtes invité à participer, mais tout ça, ce sont des paroles en l'air. Donc, je reviens à la question, comment pouvons-nous démanteler les systèmes qui ont été mis en place pour privatiser les biens communs? Il y a parce que l'urbanisation, à cause de la commodification des terres, qui empêche les communautés, qu'elles soient pastorales, agricoles ou autres, de vivre traditionnellement. Je suis allé à Abuja, mais j'ai parlé avec des communautés pastorales là-bas. Et nous avons parlé de la localisation de la production pour s'assurer qu'elle n'est pas exportée à l'étranger, qu'elle est ici pour répondre à nos besoins. Parce que exporter n'aide pas à modifier l'économie de la manière dont on le souhaiterait. Donc, tant que
quelque chose est commodifié, il y a les systèmes de reproduction sociale qui sont affectés. Parce que lorsque l'on parle d'écosystème et de l'écologie dans laquelle on vit, on voit que tout cela est contrôlé. Il faut parler de politique et de pouvoir lorsque l'on parle de ça. C'est la manière dont on est organisé. Et la situation est extrêmement critique parce qu'il faut construire des mouvements qui viennent de la base, des mouvements locaux, parce que, quoi qu'on dise dans le Sud, et des communautés d'ailleurs dans le Nord sont également affectées, comme les Samis par exemple. Et il faut créer ces liens entre communautés, créer des synergies, parce que c'est la seule manière dont on va pouvoir ébranler le système. Merci beaucoup, Ika Langelai, pour cette présentation très, très claire et percutante. Et vous venez de poser des questions que je vais relayer à Guillaume Blanc, mon prochain interlocuteur, puisque lorsque vous demandez d'où viennent les modèles, en particulier de développement ou de préservation qui sont imposés à l'Afrique, lorsque vous vous demandez à qui profitent ces modèles, lorsque vous vous demandez pourquoi les gouvernements sont parfois si zélés à appliquer ces modèles, eh bien on trouve ces questions dans le livre de Guillaume Blanc, L'invention du colonialisme vert, dans lequel vous apportez une vision d'historien de l'environnement sur la constitution de ce colonialisme vert, et peut-être que c'est votre manière aussi de répondre à l'injonction de Ika Langelai, c'est-à-dire lorsqu'elle dit qu'il faut apprendre à désapprendre, c'est-à-dire à se déprendre en tout cas de certains mythes et de certains imaginaires fondateurs de l'Occident. Votre livre tente à sa manière de déconstruire au moins ce mythe. Oui, je crois que c'est la même question que Nimo a posée, que là on vient d'entendre. Je pense que la vraie question est systématiquement, en termes de protection de la nature, quel monde est protégé, par qui et pour qui? Et quand on essaye de répondre à cette question, eh bien là on peut définir ce qu'est le colonialisme vert. Alors moi j'ai essayé de montrer d'abord, pour dire qu'est-ce que le colonialisme vert, de voir que c'est une action globale menée par des institutions comme l'UNESCO, l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, le WWF. Et cette entreprise consiste finalement à naturaliser l'Afrique par la force, c'est-à-dire à déshumaniser une partie de l'Afrique. Donc lorsqu'on regarde les parcs nationaux, eh bien c'est 1 à 14 millions d'agriculteurs et de bergers qui ont été déplacés au XXe siècle. Et aujourd'hui encore, on a des dizaines et des dizaines de personnes qui peuvent être abattues dans les parcs nationaux. On a des dizaines et des dizaines de milliers d'agriculteurs et de bergers qui sont encore expulsés des parcs naturels. Et on a des dizaines de millions de gens qui sont encore expulsés des parcs nationaux. Alors ici, il faut bien voir que, c'est pour ça que j'ai voulu appeler le livre, mais c'est exactement dans le sens du débat qu'on a, le colonialisme vert, dans le sens où c'est une réalité qui peut être choquante, mais c'est bien la réalité. Pendant la colonisation, on avait le fardeau civilisationnel du colon blanc. Après la colonisation, on a le fardeau écologique de l'expert occidental. Et certes, l'intention a changé, mais l'esprit, lui, reste identique. Le monde moderne devrait sauver l'Afrique des Africains. Alors là, on doit se demander pourquoi? Au nom de quoi? De quoi s'agit-il? Et là, c'est l'imaginaire d'une Afrique naturelle. Cette idée d'une Afrique naturelle est aussi absurde que celle selon laquelle l'homme africain ne serait pas assez rentré dans l'histoire. Et cette idée nous vient de l'époque coloniale. Concrètement,
à la fin du 19e siècle, les colons qui partent tenter l'aventure en Afrique, les colons qui partent tenter l'aventure en Afrique laissent derrière eux une Europe qui se transforme radicalement sous les coups de l'urbanisation, de l'industrialisation. Et les colons vont être persuadés de retrouver en Afrique la nature qu'ils ont perdue chez eux. Et c'est alors à ce moment-là qu'ils vont créer des réserves de chasse. Et là, en France, c'est une blague qui nous fait toujours rire, ils inventent le mythe du bon et du mauvais chasseur. Alors le bon chasseur, c'est un homme blanc qui chasse le trophée avec bravoure. Le mauvais chasseur, c'est le braconnier qui chasse non pas le trophée, mais la nourriture, non pas avec courage, bravoure, mais avec cruauté. Et cette idée, cette représentation, permet en fait d'exproprier les Africains, ou en tout cas de les priver du droit à la terre. Ça, c'est sur le terrain, dans les sociétés africaines. Mais tout ce mythe est relayé depuis le début du XXe siècle par, disons, une quantité de produits culturels. Alors, c'est les récits de chasse de Roosevelt et de Churchill. C'est Out of Africa de Karen Blixen. C'est Les Neiges du Kilimandjaro d'Ernest Hemingway. Et puis on passe les années 50. Et là, c'est Romain Gary, Les Racines du ciel. Et puis ça continue, après les indépendances, le National Geographic, la BBC avec David Attenborough et ses émissions naturalistes. Et puis c'est Le Roi Lion. Et toute cette quantité de documentaires, de guides touristiques, comme le Lonely Planet, qui nous décrivent toujours la même Afrique. Une Afrique vierge, sauvage, naturelle. Cette Afrique n'existe pas. L'Afrique, comme l'Europe, est habitée, cultivée. Et c'est là où il faut reconnaître l'évidence. Les parcs africains n'ont jamais été vides, ils ont toujours été vidés de leurs habitants. Et donc, ça nous amène à l'époque plus contemporaine. Comment va se passer la continuité? Pourquoi cela continue? Là encore, il faut regarder les faits. Au début des années 60, lorsque les indépendances s'avèrent inéluctables, l'UNESCO, l'UICN lance un projet qui s'appelle The African Special Project, le projet spécial pour l'Afrique. Dans ce projet, il est clairement indiqué dans les archives qu'il faut faire face à l'africanisation des parcs, à l'africanisation de la nature. Et tous ces administrateurs coloniaux et premiers experts vont avoir une idée, mettre en place une banque dont la première fonction serait d'envoyer des experts, et là encore, je cite les archives, qui iront aider les gouvernements africains à s'aider eux-mêmes. Cette banque est créée en 1961. Elle s'appelle le Fonds mondial pour la nature, World Wildlife Fund, c'est le WWF. Et avec ces institutions, tout au long des années 60, les administrateurs coloniaux vont se reconvertir en experts internationaux pour poursuivre le même combat. Mettre plus de terres en parc et empêcher encore davantage les sociétés africaines d'exploiter ces parcs. Alors bien sûr, le discours depuis a changé. Depuis les années 80, on parle de conservation communautaire. Mais le discours, en réalité, est devenu extrêmement policé. On ne parle plus d'expulsion, on parle de déplacement volontaire. On ne parle plus de conservation forteresse, on parle de conservation communautaire.
Mais tous les experts internationaux, la réalité est qu'en Europe, ils continuent à promouvoir l'occupation de la nature par les bergers et les agriculteurs, tandis qu'en Afrique, ils condamnent l'occupation de la nature par les agriculteurs et les bergers. Car aussi choquante soit cette idée, mais les archives ne mentent pas, pour ces institutions internationales, là où l'Européen façonne, s'adapte, l'Africain dégrade. Et là, il faut maintenant en venir à un point de se dire, mais on a des experts, on a des combats écologiques. Par exemple, Al Gore, qui va montrer qu'il y a de vrais problèmes. Al Gore, par exemple, définit très précisément les effets du changement climatique. Mais Al Gore est beaucoup plus discret lorsqu'il s'agit des causes. Dans Une vérité qui dérange, dans Sauver la planète Terre, Al Gore ne dit jamais rien de Google ou de Apple. Deux entreprises pourtant parmi les plus polluantes du monde. Est-ce à dire que Al Gore est quelqu'un qui ment? Non. La vérité est que, comme à la fin du 19e siècle pour les réserves de chasse, aujourd'hui encore, ceux qui détruisent sont aussi ceux qui protègent. Al Gore peut participer à la crise écologique autant qu'il participe à cette solution. Et je terminerai sur un dernier point pour montrer les conséquences, disons, très concrètes aujourd'hui. Face à ce débat du colonialisme vert, où des médias ou des experts peuvent dire « oui, ok, il y a des expulsions, mais les parcs, ça protège ». Observons les faits concrètement. De qui parle-t-on lorsqu'on parle des millions d'expulsés? On parle d'hommes et de femmes qui produisent leur propre nourriture, d'agriculteurs et de bergers qui vivent sans électricité, d'hommes et de femmes qui ne mangent quasiment jamais de viande ou de poisson, qui, contrairement à 2 milliards d'habitants sur la planète, n'ont ni smartphone ni ordinateur. Donc de personnes qui ne participent pas ou très peu à la crise écologique. Et ces populations sont expulsées ou criminalisées, et le tourisme l'emporte. Faisons le coût écologique d'un parc national. Un randonneur viendra avec sa tente, donc des bâtons d'aluminium, donc extraction de bauxite. Il viendra avec sa petite polaire, donc résidu de pétrole, avec du Gore-Tex, donc du téflon, avec son smartphone pour prendre la nature en photo, donc néodyme de Chine, tantale du Congo. Et il aura consommé 0,5 tonnes de CO2 pour le billet d'avion. Donc, si on observe les faits, venir visiter un parc naturel en Afrique, c'est l'équivalent de détruire dans le monde les ressources qui sont mises en parc en Afrique. Il est donc moins question de protection de la nature que de consommation. Et pourquoi alors s'en prend-on aux agriculteurs et aux bergers? Eh bien pour éviter de s'en prendre à nous-mêmes, c'est-à-dire que les politiques globales de la nature fonctionnent comme un trompe-l'œil qui nous permet de nier l'évidence, la destruction massive de la planète. Ceux qui détruisent sont aussi ceux qui protègent. Voilà pour moi la matrice du colonialisme vert. Merci Guillaume de cette présentation et vous venez de terminer en évoquant le touriste sous la forme particulière du randonneur sillonnant un parc naturel pour venir jouir de la nature sauvage, entre guillemets. Ika Langelai, tout à l'heure, a également posé la question du tourisme et de sa contribution réelle, ou plutôt supposée, au développement. Et c'est
C'est une transition évidemment toute trouvée pour passer la parole à notre dernière intervenante de ce premier tour de table, Linda Boukris, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est géographe et spécialiste des questions touristiques. Et en particulier, j'ai été tout à fait intéressé par un de vos articles parus dans la revue Autre part en 2016, qui s'appelle « La fabrique circulatoire d'un patrimoine national ou la coproduction de la nature au Costa Rica », puisque vous avez travaillé au départ sur la question costaricienne. Et vous concluez cet article par ces deux phrases, ou peu s'en faut, que je vais citer pour vous lancer, parce que je crois que ça donne bien une compréhension de ce que vous avez voulu faire dans ce travail, qui est un travail qui analyse le regard sur la nature depuis le 19e siècle au Costa Rica, sans vous centrer exclusivement sur le tourisme. Je vous cite. « Depuis l'érection d'un regard impérial sur un objet patrimonial en devenir, la nature tropicale, jusqu'à la reconnaissance officielle d'un patrimoine introduisant le paradigme bioécologique de la science moderne, cette généalogie patrimoniale permet d'identifier les modalités de reproduction d'une nature racialisée. » Je n'arrivais pas à me relire, pardonnez-moi. Et ce que je voulais vous demander, Linda, justement, c'est de nous expliquer comment vous arrivez à cette idée que, sur la longue durée historique, le tourisme, évidemment, ayant une part très importante là-dedans, on arrive, dans le cas du Costa Rica, mais ça serait généralisable évidemment à bien d'autres pays au monde, à la production d'une nature qui est en fait une nature racialisée. Bonjour à toutes et tous. Merci, effectivement, merci pour votre question. Je souhaite d'abord remercier l'ensemble des organisateurs pour cette invitation. Je suis ravie de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet qui soulève des questions majeures et qui ne sont pas suffisamment débattues dans le champ académique francophone. Alors, je rejoins ici ce que vous évoquiez, Guillaume Blanc, dans votre ouvrage sur les difficultés à publier certaines recherches ou à faire entendre ces enjeux. De la même façon, hier, Christine Chivalon évoquait les réticences profondes du monde académique francophone, enclin à qualifier de pensée radicale les critiques de la modernité occidentale, les analyses sur les généalogies coloniales et le rôle de la matrice raciale dans le fonctionnement de nos sociétés contemporaines. Donc, pour démarrer, je pense que c'est fondamental de situer ce débat et je souhaite remercier les organisateurs pour ce séminaire. Alors, je vais articuler ma présentation en tentant de répondre également à votre question, monsieur Michel Lusso. Je vais articuler la présentation en deux axes que je vais essayer de raccourcir pour garantir un rythme de parole qui permette la traduction simultanée. J'ai transmis par ailleurs mon texte aux traducteurs. Alors effectivement, il est question d'Éden, de vision fantasmée d'une nature vierge, primitive, sauvage, pure, luxuriante. Et je pense que l'un des enjeux est précisément de déconstruire nos imaginaires de la nature. Nos imaginaires de la nature pour saisir ces géographies de la violence, de la ségrégation, de l'exclusion qu'ils produisent. Et l'autre enjeu que je souhaiterais soulever, qui est plus une invitation à repenser l'épistémologie même de la conservation, c'est-à-dire comment penser, et ça a été évoqué dans les interventions précédentes, comment penser une éthique environnementale au-delà des espaces protégés. Comment une innovation échapper à ce que Anne-Laura Stoller évoque comme la présence coloniale d'une certaine conception du patrimoine naturel. Donc là, il s'agira davantage d'un questionnement que de réponses que j'apporte ici. Alors, en ce qui concerne la déconstruction de nos imaginaires de la nature tropicale, la wilderness, ce sont autant d'imaginaires qui ont été forgés dans le temps long, et qui sont centraux pour comprendre notre rapport à la nature et ce qui se joue dans la matérialisation de ces imaginaires à travers la création des espaces protégés. Alors, si je prends l'exemple de l'imaginaire de la wilderness, tel qu'il s'est déployé au 19e et 20e siècle aux États-Unis. Revenir sur cet exemple est intéressant parce que, il a donné naissance aux premiers parcs nationaux, avec le parc national de Yellowstone en 1872. Et puis parce que il illustre un modèle états-unien qui a circulé dans les différentes régions du globe. Vous l'avez dit, j'ai travaillé sur le Costa Rica et l'exemple états-unien de conservation a joué un rôle majeur
dans la mise en place du système de conservation nationale au Costa Rica, à la fois à travers la circulation d'experts, aussi de méthodes, de pratiques, de financement. Et cet imaginaire de la wilderness soulève de nombreux enjeux. Il illustre effectivement cette fétichisation de la nature vierge et sauvage, d'une part, qui renforce vraiment cette dichotomie nature-culture. Et puis, cet imaginaire de la wilderness, il a aussi joué un rôle majeur dans la production d'un imaginaire national, cette jeune nation états-unienne. Ça va être source du national self-esteem, mais c'est une certaine idée de la nation. Et en l'occurrence, on va retrouver beaucoup de travaux qui vont documenter la projection d'une nation blanche et masculine à travers l'imaginaire de la wilderness. C'est pour ça que l'historien William Cronon parle du problème de la wilderness, the trouble with wilderness. Et qu'est-ce que ce problème? C'est bien précisément qu'il n'y a rien de naturel dans cette catégorie de wilderness. C'est le fantasme de la nature vierge et sauvage qui efface les conditions historiques qui ont rendu possible la création des parcs nationaux, à savoir le déplacement forcé des Indiens d'Amérique et la dépossession de leurs terres. Et donc, derrière la rhétorique mystique de l'Éden sublime et merveilleux, la wilderness pure qu'on va retrouver chez les environnementalistes à la John Muir, dans les photographies, la photographie qui se développe dans la deuxième moitié du 19e, les photographies à la Carlton Watkins, qui vont vraiment produire cette imaginaire de l'Ouest américain, mythique, masque fondamentalement la violente conquête militaire de larges portions de territoire qui étaient historiquement occupées par les Indiens d'Amérique. Donc une wilderness désincarnée, des paysages vides, naturalisés, qui incarnent une appropriation sanglante des terres d'un peuple et les visées expansionnistes d'une nation états-unienne en pleine domination. Donc c'est à la fois un processus de conquête en interne, conquête de l'Ouest, mais aussi une influence croissante des États-Unis en Amérique latine, dans le bassin caribéen, je rappelle aussi jusqu'au Pacifique et avec les Philippines. On retrouve aussi donc, chez la philosophe Caroline Merchant qui insiste sur la nécessité de penser ensemble deux dynamiques, la sacralisation, deux dynamiques qui se co-construisent, la sacralisation de la pureté de la nature sauvage, d'un côté, et de l'autre, dans le même temps, un discours critique à l'égard de l'immigration et de l'urbanisation rampante, qui associe les villes étant associées aux populations immigrées, aux populations afro-américaines qui y habitent. Donc, et c'est important de revenir un petit peu sur cette généalogie. Le géographe de Nikos Grove nous rappelle la nécessité de penser les racines intellectuelles du paradigme bioécologique pour pouvoir comprendre les implications dans notre condition présente. Et ça, c'est effectivement fondamental. On retrouve d'autres imaginaires de la nature qui se sont forgés dans ces relations asymétriques de pouvoir. Rapidement, je prends aussi l'autre exemple de l'imaginaire de la nature tropicale. Et là, je pense aussi au travail d'une auteure qui s'appelle Marie-Louise Pratt et qui revient sur la construction de l'imaginaire européen de l'Amérique tropicale, à partir notamment des récits de voyage du 19e siècle. Des voyageurs en provenance d'Europe, des États-Unis, qui redécouvrent le continent au moment des indépendances vis-à-vis de la couronne espagnole, au début du 19e. Et donc des récits qui vont contribuer à associer le continent à une nature vierge et sauvage. On va retrouver notamment aussi les écrits d'Humboldt qui sont traduits, qui sont lus, et qui vont contribuer à dessiner tout un répertoire d'images qui vont symboliser le continent. Des forêts tropicales exubérantes, c'est les bassins de l'Amazone, de l'Orénoque, les montagnes escarpées, les volcans du Mexique, les cordillères des Andes, et les vastes plaines intérieures, les llanos du Venezuela, la Pampa argentine. Donc on a la production d'un imaginaire de la tropicalité qui s'inscrit dans cette histoire longue entre l'Europe et les Amériques. Et là, on va retrouver un certain nombre de travaux en histoire environnementale qui nous montrent la construction d'un espace de la tropicalité des Amériques dans ce contexte mondial, colonial et impérial, qui met en évidence, alors là, ce que vous évoquiez aussi, Guillaume Blanc, au sujet de l'Afrique, ce qui met en évidence des processus d'altérisation des territoires, et on naturalise cette altérité. Et donc la construction de cette tropicalité se fait de façon dialectique avec la construction de l'européanité, le monde tempéré. Ce que nous dit David Arnold, un historien aussi de l'environnement, calling
je cite en anglais, calling a part of the globe the tropics became a Western way of defining something environmentally and culturally distinct from Europe. Donc c'est vraiment, et il nous dit que la construction d'un monde tropical s'est forgée au contact des Amériques caribéennes. Et ensuite, c'est exporté à travers notamment les textes de médecine et de botanique dans d'autres régions intertropicales, comme les Indes, l'Asie du Sud-Est, alors qu'on est dans des conditions environnementales et culturelles très différentes. Et ce qui est intéressant, c'est que derrière la figure de ces voyageurs qui vont vraiment contribuer à produire cet imaginaire de l'Éden vierge et sauvage, eh bien, se dessine, nous dit Marie-Louise Pratt, le Scramble for America, à la manière du Scramble for Africa, l'idée du partage du continent par les puissances occidentales. C'est aussi, derrière cette description d'un Éden vierge et sauvage, la logique de prédation qui se dessine, c'est-à-dire une mise à disponibilité de ces territoires. Des territoires qui n'attendent qu'à être explorés, exploités, consommés. C'est la logique de prédation qui peut se mettre en branle et qui renvoie à la discussion que vous avez eue hier au sujet de l'extractivisme. Une mise à disposition des territoires que l'on retrouve encore aujourd'hui dans l'économie touristique, qui mobilise cet imaginaire tropical, je pense à l'imaginaire tropical caribéen, qui efface les violences esclavagistes coloniales, les violences contemporaines qui structurent ces territoires et qui s'inscrit dans cette continuité de prédation. Là, je vais juste terminer en citant aussi une citation très pertinente de Mimi Scheller, la sociologue Mimi Scheller, qui revient sur cet imaginaire caribéen tropical. The Caribbean has been repeatedly imagined and narrated as a tropical paradise, a perpetual garden of Eden, in which visitors can indulge all their desires. Et elle nous dit, the Caribbean has been repeatedly imagined and narrated as a tropical paradise, in which the land, the plants, the resources, the bodies, the cultures of its inhabitants are open to be invaded, occupied, bought, moved, used, viewed, and consumed in various ways. How did it become perhaps the classic place to play in the global tourism economy? Alors on voit ici qu'il est important d'opérer cette généalogie de nos imaginaires de la nature pour comprendre comment ils se sont forgés dans le temps long, de quelle façon ils ont circulé. Au-delà, on voit les circulations, de quelle façon ils ont circulé, ils se sont sédimentés. Et ils se reproduisent, notamment dans le cadre de l'économie touristique. Et l'objectif, c'est de saisir l'invisibilisation de ces géographies de la violence, de l'exclusion, de la ségrégation. Derrière la conservation de la nature, incarnée par les espaces protégés, et la mise en tourisme de ces territoires, se jouent des processus d'accaparement des terres, ce qu'on va retrouver dans la littérature autour du green grabbing, le land grabbing et green grabbing, donc des logiques d'accumulation de capital, de militarisation, bien sûr de contrôle des populations, avec les pratiques qui vont être criminalisées, normées, et puis bien sûr donc, tous les conflits sociaux, environnementaux. On retrouve un certain nombre de travaux qui discutent de ces enjeux sur l'ensemble du globe, pas que dans les Suds, comme l'a justement rappelé Iqal à propos des Samis. Et donc, ce que nous dit cet exercice de généalogie des imaginaires, et là, c'est le deuxième point que j'évoquerai très rapidement, sous forme de conclusion, c'est les contradictions fondamentales d'une conception de la nature fantasmée comme vierge, pure, sauvage, radicalement séparée de nos existences quotidiennes. La nature pensée comme fétiche, qui s'incarne dans des espaces protégés, ne permet pas de penser et nous détourne de nos formes d'engagement avec l'environnement inscrites au quotidien. C'est ce qu'évoque aussi William Cronon lorsqu'il parle du problème avec la wilderness. C'est comment repenser la nature au quotidien. Je terminerai sur ces éléments-là, sur comment sortir de ces... l'imaginaire de la wilderness et sa matérialisation dans le système de conservation national aux États-Unis, c'est un exemple paradigmatique de la conservation de la nature qui est vraiment ancrée dans cette séparation nature-culture. Depuis, et Guillaume Blanc, vous l'avez évoqué, ce modèle dominant de la conservation a été contesté par différents acteurs sur le terrain. Il est important quand même de rappeler le rôle des mouvements indigènes qui ont fait aussi bouger les lignes au sein aussi des institutions internationales telles que l'UNESCO. Je pense notamment à la catégorie de paysage culturel associatif, donc il y a effectivement des nouveaux discours, des nouvelles normes, de nouvelles pratiques qui ont émergé à partir des années 70, avec notamment aussi le nouvel impératif participatif.
Et là, il est évident que ce paradigme intégrateur a aussi fait l'objet de critiques, puisqu'on retrouve toujours des conflits socio-environnementaux sur le terrain. Il y a toujours l'hiérarchie des savoirs, une domination de l'épistémologie scientifique, bref, des géographies inégales qui sont produites par la conservation. Donc, comment finalement sortir de ces contradictions qui sont au cœur de cette épistémologie de la conservation et c'est là où je crois qu'il faut, et ça c'est une proposition, essayer de penser la conservation en dehors des espaces protégés et la penser comme un régime de soins, le care, qu'il faut adopter dans notre habité quotidien, dans nos modes d'engagement avec l'environnement, qui sont par ailleurs, il faut historiciser aussi ces modes d'engagement avec l'environnement, qui sont nourris par nos expériences et nos mémoires des lieux que nous occupons. Et cette question des expériences et de la mémoire des lieux, elle est fondamentale pour comprendre cette pluralité des modes d'engagement. Si je repars à nouveau aux États-Unis, là je pense aux travaux sur les imaginaires environnementaux des communautés afro-américaines qui ont été façonnés par plusieurs moments historiques. Je pense notamment bien sûr à l'esclavage, mais aussi aux lois Jim Crow, et qui se sont traduits par des pratiques spatiales spécifiques. Par exemple, les bois étaient évités, d'autres lieux récréatifs étaient créés, et une géographe comme Caroline Finet nous dit bien, cette généalogie nous permet de comprendre pourquoi les Afro-Américains, par exemple, fréquentent peu les parcs nationaux, mais n'en ont pas pour autant moins de conscience environnementale. Et donc, elle nous invite à penser à d'autres pratiques qui sont plus inscrite dans le rapport intime et quotidien de la terre, par exemple. Elle pense au jardin potager, elle pense à la pêche, elle cite un certain nombre de pratiques, dans lesquelles se joue aussi un rapport au monde, aux autres, un mode d'engagement avec le vivant, le soin apporté à la terre. Et c'est une approche que j'ai également retrouvée dans mes enquêtes au Costa Rica, je terminerai là-dessus, avec le Costa Rica qui présente des contradictions profondes entre un espace national couvert à hauteur de 30% par des espaces protégés, mais qui, dans le même temps, fait face à de nombreux conflits environnementaux liés à des choix d'agriculture productiviste. Là, c'est toute la problématique de l'ananas en ce moment au Costa Rica. Donc, comment appréhender cette question environnementale de façon plus holistique, en lien, par exemple, avec nos régimes alimentaires, pour résoudre les incohérences profondes d'un certain régime d'exploitation et de conservation des ressources. C'est la matrice que vous évoquiez, Guillaume, sur cette matrice où à la fois on protège des espaces sanctuarisés et dans le même temps on est dans une logique de prédation extractiviste d'autres parties de territoire. Merci beaucoup, Linda. C'était tout à fait passionnant. Et hélas, comme toujours, le temps file beaucoup trop vite. Mais je voudrais reprendre une interrogation qui a été la vôtre et deux interrogations qui ont été la vôtre. D'abord, peut-être pour relancer Nimo Bassé sur ce qui vient d'être dit sur cette logique de prédation. Qui devient en quelque sorte une norme, une règle qui est censée régir justement tous les aspects de la vie et du développement économique que l'on propose, non seulement en Afrique, mais dans les Suds et peut-être aussi dans des espaces marginalisés des Nords. Finalement, Nimo, cette logique de prédation, c'est un peu ce que nous avons voulu mettre en avant dans ces 3 journées de réflexion, en réfléchissant au système agroalimentaire, à l'extractivisme et au colonialisme vert, en postulant que c'était une même logique de prédation finalement qui était à l'œuvre. Nimo Bassé. Yes, thank you so much. Oui, merci beaucoup. Donc ces 3 jours de discussion suivent ce même thème. Il n'est pas étonnant du tout de le constater. Donc ces 3 thèmes, ces 3 idées, et cette discussion aujourd'hui couronne vraiment ces débats de manière très efficace. Donc il est question de trouver des solutions, de construire des solutions et ne pas se focaliser sur les aspects négatifs.
tout ce qui a nourri l'imaginaire, les récits qui ont nourri la manière de travailler avec l'Afrique, d'aborder l'Afrique. Donc, on a certaines personnes qui racontent des récits, des histoires, des personnes qui nous disent ils ont visité des zones plus arides, et ils ont compris la pastoralisation des terres, l'utilisation des terres, comment la terre peut être gérée de manière durable, mais sans avoir une connaissance de l'histoire, de la géographie de ces zones, on peut passer un très bon moment avec les personnes qui y vivent. Mais lorsqu'on y va avec une armée pour les conquérir, c'est une autre question. Nous avons des guerres depuis des centaines d'années. On a vu énormément de destruction. La question est, est-ce que une nouvelle solution verte, un Green New Deal, pourrait être la solution? Nous avons ce genre de solution aux États-Unis. En Europe, nous n'en parlons pas en Afrique, par exemple. Un jour, quelqu'un va dire aux Africains, il vous faut un Green New Deal. On va vous permettre de le faire, vous allez pouvoir faire pousser plus d'aliments avec nos technologies agroalimentaires. Mais l'heure est à la reconnaissance des dettes coloniales. Et toutes les dettes qui existent dans les pays du Sud. C'est une sorte d'indemnisation. C'est comme au moment où il y avait vraiment énormément de braconnage d'éléphants pour leur défense, de rhinocéros pour leurs cornes. Au Congo. Et récemment, les Belges ont décidé, des hommes politiques belges ont décidé de renvoyer des défenses, des choses comme ça. Ce n'est pas une question de ça. Ce n'est pas une question de prêt financier. Ce n'est pas une question de tout ça. Il faut vraiment se focaliser sur le fait de donner une chance, une opportunité aux personnes en Afrique. Je voudrais entendre votre opinion là-dessus, de Nicolas, de Linda, de Nicole, de Linda, de Guillaume, sur ces sujets-là. Je vais passer la parole à Ikal, justement pour qu'elle nous donne son point de vue sur ce que vous venez d'évoquer, et peut-être aussi en complément son point de vue sur la proposition faite par Linda Boukris tout à l'heure, qui est de s'interroger sur des modes de conservation en dehors des espaces protégés qui passent par la reconnaissance du soin, de l'attention, de l'engagement des habitants ordinaires pour cette conservation qui ne passerait plus donc par l'imposition de normes et de modèles. Ikal, qu'en pensez-vous? So I'll start with Linda's proposition. I think one thing we need to recognize. Par rapport à la proposition de Linda, il faut reconnaître que l'utilisation de ressources naturelles durables par les communautés autochtones, c'est l'idée de si vous protégez un lieu et fragmentez tout le reste de l'écosystème, cela suppose que les écosystèmes ne sont pas liés, mais ils le sont. On ne peut pas
complètement. On ne peut pas miner le charbon là et préserver la faune juste à côté. C'est impossible. On suppose que les différentes zones ne sont pas du tout liées à la faune marine, par exemple. On ne peut pas dire on va planter des arbres dans ce lieu-là et couper tous les arbres dans le village à côté. On ne peut pas le faire. Il faut une sorte d'homogénéité. C'est comme si vous alliez dans une salle de sport et dire je veux réduire mon ventre, mais le reste je l'oublie. Il faut avoir une approche globale, il faut avoir une approche réaliste, il faut repenser les choses. Et c'est vraiment une question de qui crée le cadre de la discussion, de la préservation de l'écologie et de la ressource naturelle et de la nature. Donc les lieux qui sont considérés comme ayant plus de valeur, voilà les lieux que l'on préserve en priorité. Et par rapport à ce que nous demandait Nimo, c'est seulement dans les lieux où les personnes, les néolibéraux, les capitalistes et ceux qui ont une sorte d'approche coloniale, les lieux qu'ils pensent ne pas pouvoir contrôler, cela n'a pas de valeur pour eux parce qu'ils ne peuvent pas les contrôler. Et en ce qui concerne le Green New Deal, tout ça, une chose est claire, c'est que tout cela est limité par les structures de l'inégalité, les structures néocoloniales, des structures qui cherchent à exploiter les gens, des structures qui ne cherchent pas à permettre aux populations elles-mêmes de définir ce que ce deal, ce New Deal comporte, définir ce que la nature, quel sens la nature a pour eux. C'est comme lorsqu'on dit qu'il faut mieux reconstruire, mais si les fondations sont brisées, ça ne sert à rien de construire dessus. Ça ne sert à rien de reconstruire le toit si les fondations ne sont pas solides. Donc les solutions seront la manière dont on cadre et on structure ces développements est fondamentale. Et le Green New Deal a un aspect économique, un côté économique et politique, mais il y a également la perspective des personnes autochtones. Quel sera le cadre social et économique de ce développement de ces Green New Deal, soi-disant, qui sont là pour protéger la nature, mais il faut que les populations restent au centre de ce débat. Et lorsque vous dites que vous voulez sauver un écosystème, on oublie que des personnes vivent dans cet écosystème. Vous pouvez sauver tous les renards, les ours du monde, mais si les personnes ne sont pas prises en compte, vous les protégez pour qui? Vous faites tout cela pour qui? Pour qui protégez-vous ce climat, si ce n'est pour les populations et pour leur mode de vivre et de survie? Posée par Nimo, mais aussi à la dernière remarque faite par Ical, pour qui protégez-vous finalement pour qui protégez-vous une nature entre guillemets sauvage ou une nature préservée? Finalement, le colonialisme vert que vous décrivez, c'est une manière de répondre à cette question qui est tout à fait particulière, paradoxale et problématique, puisqu'on a l'impression que celui pour qui on protège, c'est toujours l'occidental, blanc, impérialiste et plutôt mâle, en l'occurrence. Oui, alors c'est vrai que pour les parcs, pour cette protection, bon, il y a une alliance entre le dirigeant africain et l'expert occidental. On n'est pas dans un monde néocolonial, mais bien plus dans un monde post-colonial. Dans un parc naturel en Afrique, l'expert occidental et le dirigeant africain sont alliés chacun pour poursuivre leurs objectifs. L'Éden africain à recréer pour les uns,
la manne économique et le contrôle politique des territoires pour les autres, et l'habitant et le perdant. Et là, ici, c'est là que je rejoins tous les participants du panel. Et c'était la question que Linda a posée. Les parcs font davantage partie du problème que la solution. Avoir des parcs, c'est s'exonérer de tous les dégâts qu'on cause partout ailleurs. Ça, je pense que c'est le premier point à accepter. Et c'est valable en France, aux États-Unis, mais en Afrique, et on pourrait l'étendre à l'Asie, là, c'est nord contre sud, un petit peu, puisque 80% des experts sont des Occidentaux. Le jour où 80% des experts en Europe seront éthiopiens, ghanéens, kenyans, burundais, et iront dire à la France « vous devez expulser vos populations », jamais la France n'accepterait. Donc, il y a un rapport de force, certes. Et là, je rejoins ce que disait Nimo. Je pense que là, c'est à nous de reconnaître cette importance des narratives, des récits, des histoires. Pour moi, c'est vraiment de ce qu'on voit dans les archives, mais aujourd'hui aussi, c'est ce qui permet à toute cette mauvaise logique. Le but est le bon, sauver l'écologie. Le moyen n'est jamais le bon, puisque c'est ce lien entre cette nature idéalement sauvage, malheureusement surpeuplée, idéalement intacte, malheureusement dégradée. Ça ne peut pas exister. On ne peut pas être et avoir été. Sauf dans la blague, si on peut être con et l'être resté. Mais je fais exprès de le dire, puisque pour notre pensée, on se dit, mais pourquoi continuons-nous à faire ça? Donc ça, c'est la deuxième chose, les récits. Et là, je continue, c'était la première question. Si on s'extirpe des récits, la réalité est d'insister sur la prédation. En effet, que ça soit au XVIIe siècle comme aujourd'hui, capitalisme et écologisme sont nés ensemble. La nature est née au moment où elle a commencé à disparaître dans le discours occidental. Quand on prend c'est la prédation à grande échelle. Mais quand on s'attarde, et là, ça serait pour la solution, comme disait Linda notamment, qu'est-ce qu'il faudrait faire alors? Bon, reconnaître l'importance qu'il faut sortir de cette logique mise en parc, les récits, que la prédation est sœur de la conservation. Alors moi, je serais pour prôner une espèce de ce que des historiens appellent la coévolution, de mettre les humains et les non-humains sur un pied d'égalité. Chacun a autant le droit à la vie. Donc ça se rapprocherait, voilà. Mais, alors là, ça peut être un peu pessimiste comme vue. Si on repart de notre questionnement de départ, et là c'est une question que je pose peut-être justement aux autres intervenants, si on se demande quel monde est protégé par qui, pour qui. Si les solutions que nous proposons sont anthropocène, l'accepter, coévolution, le care, les indigenous knowledge ou le Green New Deal, est-ce qu'on ne retombe pas dans le piège qu'on a voulu éviter? C'est-à-dire que là encore, ce ne sont pas les premiers concernés qui définissent le monde dans lequel ils veulent vivre. Et là, ça serait un constat peut-être plus choquant. Si l'on veut arrêter la destruction de la planète, on est capable de se confiner tous dans tous les pays de la Terre depuis 6 mois. Peut-être pourrait-on être capable de dire il n'y a plus de voyage en avion, il n'y a plus de smartphone, il n'y a plus de téléphone pour tout le monde, il n'y a plus de manger de la viande 5 fois par semaine. La solution est beaucoup plus radicale, mais je pense qu'elle dépasserait tous nos discours de coévolution, d'anthropocène, de care, qui ne parleraient toujours pas à celles et ceux qui vivent d'une agriculture de subsistance. Dans cette logique de... si on se concentre sur le sujet de la protection. Voilà, je m'arrête là, mais c'est vrai que la question, c'est sur ces grands discours de critique et de solution. Moi, j'y suis favorable, mais sont-ils une solution? Mais c'est peut-être un côté pessimiste de ma part.
Linda Boukris, sans vouloir orienter votre réponse à l'interpellation de Nimo tout à l'heure dans cette direction, j'étais frappé de voir que dans vos travaux, et notamment dans les travaux plus récents que vous consacrez au tourisme et au colonialisme touristique, vous insistez sur la nécessité de porter attention à ce que vous appelez parfois justement des contre-récits, d'autres manières d'envisager, par exemple, un espace touristique. Vous avez notamment consacré un article tout à fait remarquable à ce qu'on appelle de Black Paris Project, c'est-à-dire un projet touristique qui consiste à proposer aux touristes un parcours dans un Paris qui ne serait plus expurgé de sa dimension coloniale et noire. Et vous avez essayé de montrer comment pouvait se constituer justement un contre-récit d'action, un contre-récit performant. Et est-ce que finalement, dans le cadre de la question qui nous occupe aujourd'hui, il ne faudrait pas justement aller vers la multiplication de ces contre-récits, multiplier les contre-récits de la domination et de l'exploitation et de la prédation? Ne serait-ce pas une perspective à envisager? Merci beaucoup pour cette excellente question qui apporte déjà des éléments de réponse et qui permettra aussi de répondre à l'interpellation et de Nimo et de Guillaume et d'Ical. Ce que je posais tout à l'heure, c'était un questionnement. Justement, c'est pas une solution. C'est-à-dire que j'interrogeais la nécessité de sortir de la logique des espaces protégés. Et je pense qu'effectivement, l'une des pistes, c'est cette question aussi de réinventer les imaginaires, mais pas vraiment aussi réinventer, puisque ces imaginaires-là existent, sont présents. Et effectivement, aux côtés d'un imaginaire dominant, il y a des imaginaires plus dispersés qui ont toujours existé dans les interstices d'un imaginaire dominant il y a des récits qui s'inscrivent à la fois dans de la résistance mais qui aussi cheminent de façon autonome. Et donc c'est peut-être effectivement dans ces imaginaires plus dispersés sur les façons de faire avec nos environnements qu'il faudrait sans doute creuser. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il est aussi important, et c'est ce qu'évoquait Ical en termes d'alliance, c'est-à-dire ne pas raisonner non plus en termes de face-à-face entre le Nord et les Suds, ou les Nords et les Suds, parce qu'effectivement, il y a de plus en plus de travaux aussi sur cette logique naturalisante des acteurs de la conservation que l'on va retrouver par exemple en Europe. J'étudie beaucoup avec mes étudiants des conflits socio-environnementaux en lien avec le tourisme. Et en Europe, on a eu aussi ce phénomène, si on pense notamment aux Highlands, la fabrique d'un imaginaire de la nature en Écosse, de paysages vides de tout homme, et qui efface la violence des Highland Clearances qui ont eu au XVIIIe siècle. Donc cette éviction des populations, des petits propriétaires, pour fabriquer des grandes propriétés dans cette logique aussi de prédation. Donc il y a des alliances aussi à penser avec ces imaginaires plus dispersés. Vous parliez aussi, je crois, Guillaume, je pense aussi à des travaux, notamment dans le Val-de-Loire, par exemple en France, où il y a des choses aussi qui se font autour de comment réinventer notre mode d'engagement avec la nature, en pensant aussi dans une façon multi-perspectiviste, comment faire parler le vivant, parce que c'est aussi une bonne chose de dire ok, les vivants, les non-vivants, mais comment fait-on parler les non-vivants? Donc il y a des réflexions qui émergent un peu partout. Le paradigme décolonial, on peut aussi le déployer dans les Nords. Et je pense qu'il y a des choses à faire ici pour ne pas regarder que les ontologies indigènes. Il y a un peu ce prisme-là. Et peut-être deuxième point sur lequel je souhaiterais revenir et rapidement, sur la question du tourisme qui a été évoquée dans d'autres sessions au cours de cette semaine. Et je pense qu'il est aussi important de ne pas retomber dans les analyses type années 70 sur les impacts du tourisme. C'est-à-dire le voir aussi le tourisme comme un élément exogène qui impacterait les sociétés réceptrices.
et prendre en compte aussi la complexité de ces sociétés-là, la logique des jeux d'acteurs. Il y a des stratégies qui se déploient au sein des acteurs locaux dans ces pays dits du Sud et que les choses sont beaucoup plus complexes, qu'il y a des instrumentalisations par les acteurs eux-mêmes de ces imaginaires dominants. Voilà, donc c'est ne pas penser le face-à-face tourisme du Nord dans les pays du Sud, mais regarder un petit peu ce qui se joue aussi aux échelles locales et les stratégies d'acteurs. Oui, merci de rappeler ça, Linda, puisque vous faites partie d'un groupe de géographes, d'un des groupes de géographes qui ont beaucoup contribué à sortir les études touristiques justement de leur vision un peu schématique et caricaturale pour insister sur la complexité des situations touristiques. Et d'ailleurs, dans votre travail sur le Costa Rica, vous insistez aussi sur la dimension locale du tourisme et sur l'existence d'une conflictualité liée à cette dimension locale du tourisme. Un internaute qui nous suit, mais vous avez aussi en partie répondu à la question, nous demandait si ce que nous décrivons pouvait également s'appliquer par exemple à la situation de la Guadeloupe ou du monde caribéen. Je crois que Linda, vous avez un peu insisté, et Guillaume aussi, sur le fait qu'évidemment le cas africain est un cas matriciel, prototypique en quelque sorte de ce que nous sommes en train de décrire, mais qu'on pourrait tout à fait aller jusqu'à appliquer cette grille de lecture et cette nécessité de décoloniser l'écologie, y compris dans les espaces européens. Et vous avez par exemple évoqué une expérimentation qui se fait au bord de la Loire, fleuve français, qui essaie justement de réfléchir à travers un parlement de la Loire à la façon dont on peut tenir compte des intérêts d'un fleuve dans une perspective qui est finalement très proche de ce que nous avons évoqué pendant ces 3 jours. Mais je voudrais me retourner peut-être pour un mot de conclusion vers Nimo, notre invité d'honneur, et nous sommes vraiment très heureux d'avoir pu bénéficier de votre présence, Nimo, pendant ces 3 jours et même la semaine dernière lors du lancement de cette semaine de l'Anthropocène. Et peut-être pour vous demander un mot de conclusion, non seulement sur la session d'aujourd'hui, mais peut-être sur les 3 journées que nous avons consacrées, et peut-être aussi de le faire en repartant de cette idée que vous venez d'évoquer, qui est une idée qui est souvent très mal acceptée ou très mal entendue en Europe et en particulier en France, lorsque vous parlez de la dette qu'il faut reconnaître et que cette dette qu'il faut acquitter ne peut pas être acquittée simplement en faisant revenir quelques objets ou quelques vestiges qui ont été volés dans des circonstances diverses et variées, mais que cette dette doit être le point de départ d'une politique mondiale réellement décolonisée. Je vous proposerais bien, Nimo, de dire quelques mots de conclusion sur ces 3 jours, peut-être à partir de ce rappel, de cette exigence de la reconnaissance de la dette. Thank you, Michael, thank you so much for giving me this space to say a few words as we round up this incredible 3 days. Merci beaucoup pour me donner l'occasion de conclure ces 3 journées. Ça a été un privilège pour moi et mon organisation, ma fondation, de collaborer avec l'école urbaine de Lyon et de collaborer également avec tous les participants, des compagnons fantastiques et des compagnes fantastiques qui ont partagé leur point de vue sur l'exploitation des ressources, les ressources alimentaires, l'extractivisme, les plantations, le décolonialisme. Donc, nous avons pu écouter des interventions très intéressantes, très provocantes. Hier, par exemple, sur la plantation et l'extractivisme étant les 2 faces de la même médaille. Et avec le temps, on a vu des territoires colonisés ou d'anciennes colonies comme des zones sacrifiées à l'exploitation, sans aucune compensation. Donc, exploitation par le biais de plantations, le colonialisme par des exploitants qui sont passés
du secteur agricole finalement au secteur financier qui n'avait qu'un objectif de profit, et en même temps les activités minières d'extractivisme qui étaient destinées à l'exportation. Et dans ce néocolonialisme, dans ce néolibéralisme, vous avez toutes les formes d'oppression. Nous avons un système où les anciens colons, pour parler largement, utilisent maintenant les territoires pour coloniser la nature, et ce au nom du carbone. Parce que n'importe qui en Europe ou en Amérique du Nord ou ailleurs continue à polluer l'atmosphère avec le carbone, continue à consommer plus que nécessaire, plus que raisonnable, le plus possible. Et ensuite, on paye pour le carbone avec des arbres de l'hémisphère sud. Et c'est un colonialisme plus qu'évident. Donc, on déplace des communautés de leurs terres, de leurs forêts, qui ne sont pas responsables de la situation. Donc, il n'y a pas de manière plus évidente que de démontrer que le colonialisme existe toujours. L'esclavage, l'extractivisme, le fait d'extraire des personnes d'un continent pour qu'elles travaillent sur un autre continent. Et aujourd'hui, cette démarche est toujours en vigueur. Donc, l'extractivisme et les plantations agricoles qui transforment la nature pour engranger des capitaux. Donc, comment récupérer ces espaces? J'ai beaucoup aimé ce qui a été dit lorsqu'on a parlé que les terres africaines n'ont jamais été vides, qu'il y avait des habitants, mais qu'elles ont été vidées de leurs habitants. Et cela nous renvoie au besoin de réfléchir collectivement à la manière dont nous pouvons récupérer, retrouver notre mémoire. Il faut viser la justice au-delà des compensations. Donc, le plastique, par exemple, est encore exporté vers des pays pauvres. C'est encore une forme de colonialisme. Donc, lorsque l'on ne peut plus utiliser quelque chose quelque part, on l'exporte ailleurs, on l'exporte vers le sud, par exemple le plastique, alors que le plastique, on essaye de s'en défaire dans le nord. Donc, il y a... Et dans le sud, on extrait des biens comme le pétrole, l'or, etc. Donc, tout le système impérialiste colonial est encore en vigueur quelque part. Et au cours de ces 3 jours, nous avons bien vu que, à la base, il y avait des mouvements qui se constituaient. Il y a beaucoup de mouvements dans le monde entier qui veulent ébranler le système. Et pour le bien de tous les peuples du Nord, du Sud. Donc il faut que les quelques personnes qui tirent profit de cette situation ne puissent plus en tirer profit. Donc j'espère que l'année prochaine, nous aurons encore l'occasion de collaborer et j'espère que nous pourrons récupérer la nature. Merci beaucoup. Ça a été notre grand privilège de vous avoir comme invité d'honneur pour cette édition de À l'école de l'Anthropocène. Et nous allons continuer ce travail de réflexion engagé cette année avec vous. Je vous le garantis, à Lyon ou à Benin City ou ailleurs dans le monde, et ça sera vraiment avec grand plaisir. Merci à Linda, à Ikal et à Guillaume d'avoir été dans cette dernière conversation. Et dans quelques minutes, le programme de cette école de l'Anthropocène continue avec une performance en direct de Barcelone. Nous passons de Benin City à Barcelone. Merci Nimo, à bientôt. Bonne fin de journée à tous et à toutes.